Bonjour, je m'appelle Florence, je suis bénévole pour les ratatages et aujourd'hui je suis très heureuse de vous retrouver pour faire quelques lectures avec vous. Je commence avec Monsieur Scalzo, qui est une petite histoire qui se retrouve dans le recueil de contes Adagio de Félix Leclerc, qui a été publié pour la première fois en 1942. Et j'ai choisi Monsieur Scalzo parce que vous allez voir, c'est une petite histoire qui nous transforme et qui nous transporte surtout dans le monde des enfants et qui nous fait vivre toutes sortes de choses. Alors c'est parti pour Monsieur Scalzo. Il s'appelait Scalzo. C'était un Italien, musicien et jardinier comme il devait l'être dans son pays. Il jouait de l'accordéon et gardait des fleurs sur son toit. Petit, figure rouge, cheveux gris très épais, une voix chaude, des rrrs sonores, beaucoup de gestes, un grand sourire. C'était lui. Quand 5 heures criait à l'usine, en vitesse, nous, les enfants, sautions sur le bout de la galerie et, jambes pendantes, regardions les hommes en habits de travail défiler près de nous sur le trottoir, deux par deux, leur boîte à dîner sous le bras. Monsieur Scalzo, en passant, nous faisait le bonjour avec le rrr et ça nous amusait. Il tournait à droite dans la ruelle. Un escalier montait au fond. Et lentement, sans passer de marche parce qu'il était fatigué, il grimpait, puis disparaissait derrière un mur et réapparaissait en haut, sur le toit, chez lui, avec les fleurs. Alors, il enlevait sa blouse d'usine, son chapeau mou, ses bottines, et les manches relevées, il aspirait plusieurs grandes bouffées d'air en se frottant les bras. Puis il se plongeait la face dans une bassine d'eau que sa mère posait là chaque soir. À travers les tiges vertes, les bouquets rouges, les fleurs jaunes qui ne poussaient que chez lui, on le voyait commencer sa visite de botaniste, s'arrêter à chaque pot, inspecter les pousses, le canif à la main, glisser les doigts sur des boutons roses ou rester de longs moments, le nez enfoui dans une corolle. Quelquefois, il nous lançait une feuille ou une fleur. Nous courions la ramasser avidement, comme une pièce d'argent que l'on trouve. Puis, il arrosait son jardin et nous le guettions. Il savait pourquoi et volontairement il nous faisait languir. Nous lui faisions des gestes et des signes et lui se contentait de rire. Quand tout était fini, il secouait ses mains, donnait un coup d'épaule en arrière pour déplier son dos qui courbait et rentrait chez lui à reculons. Alors nous cessions subitement de nous amuser. Quelque chose de beau se préparait. Nous nous assoyions dans les herbes, l'un près de l'autre, le dos sur la clôture de bois et chut, le cœur nous battait. Dans le soir, c'était d'abord loin, incertain comme une rumeur, puis nos oreilles distinguaient une note, une autre, d'autres, et enfin tout un accord parfait. Alors la porte s'ouvrait et sous le soleil tombant, apparaissait avec un large sourire comme son beau clavier d'ivoire, Monsieur Scalzo, radieux parmi les fleurs, attelé dans son accordéon blanc. L'instrument s'étirait, se pliait, se dépliait en rampant comme une danseuse, et à chaque mouvement, les accords se précipitaient l'un sur l'autre et montaient. Le ciel en était plein. Marche, tarentelle, romance, mazurkas, passo doble, et soudain, un long accord soutenu comme une page que l'on tourne nous immobilisait, attentifs comme à la veille de découvrir une belle histoire, et sur un thème langoureux, mineur, nouveau, nous nous sentions emportés. Les oiseaux rapides effleuraient nos têtes, accourant au concert. Tout l'univers recueilli, immobile, écoutait le jardinier semer des mélodies dans nos cœurs. Et M. Scalzo se balançait comme un dompteur qui aurait commandé aux gammes de séduire. Combien de temps durait cette magie?
Souvent, elle cessait en même temps que le jour. Comme quelqu'un qui se sent touché sur l'épaule, nous nous retournions et il faisait brun. Nous ne voyions plus M. Scalzo, c'était la nuit déjà. Nous passions par le trou où manquait une planche, serrant dans nos doigts un bout de tige épineuse ou un pétale de fleurs rares que nous allions cacher entre les pages de nos contes de fées. Alors voilà, c'était la lecture de Monsieur Scalzo de Félix Leclerc. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez été transporté dans cet univers et dans ses descriptions avec moi. Je vous fais maintenant la lecture d'une histoire qui se retrouve dans le livre de Mylène Moisan qui s'intitule « Les gens heureux ont une histoire ». Et je vous raconte aujourd'hui l'histoire de 2 réfugiés du Salvador qui sont arrivés ici, au Québec, et qui, malgré toutes les difficultés et les embûches rencontrées, ont fait le choix d'être heureux. Alors c'est parti, je vous lis Histoire de Saint-Égré. Il neigeait le 14 décembre 1999. Alexander et Estefania ne l'oublieront jamais. C'est le jour où ils sont arrivés au Québec. Ils ont fui le Salvador. Objectivement, Alexander menait une assez belle vie au Salvador avec sa douce moitié. Il était sur le point de devenir avocat. Il ne lui manquait que l'équivalent du barreau. Estefania et lui travaillaient au palais de justice de Sonsonate et c'est là qu'ils se sont rencontrés. Elle est alors tombée enceinte. Après les accords de paix de 1994, la situation a empiré. On pensait beaucoup à notre fille et on ne voulait pas qu'elle grandisse là-dedans. J'étais écœurée de voir comment les gens réglaient les choses, toujours avec la violence. J'étais dans un mouvement politique et quand celui qu'on voulait faire élire a été élu, il a finalement fait comme les autres. Drôle à dire, mais Alexander se sentait étranger chez lui. Je ne me sentais pas intégrée dans ce pays-là. Ça ne correspondait pas à mes valeurs. Et il avait peur. Alexander et Estefania ont donc fait une demande pour être réfugiés au Canada. Ses parents aussi. Mais son père n'était plus là quand la réponse est arrivée. Il est allé porter mon frère à l'université. Il venait de garer sa voiture à 2-3 rues de la maison et 2 hommes étaient là. Ils lui ont tiré 11 balles. Le plus jeune tireur, entre 16 et 17 ans, a écopé de 3 ans de prison. Le plus vieux, un adulte, rien. La réponse est venue. On a reçu une lettre du Canada qui nous disait qu'on recevait une lettre du Québec. Et quand la lettre du Québec est arrivée, ça disait « Votre avion part à 8 heures le 14 décembre. » C'était dans une semaine. Alors ils ont vendu leurs 2 autos, leurs motos, ils ont donné la plupart des choses qu'ils possédaient. On était plein d'espoir. On avait hâte d'avoir une nouvelle vie et on nous avait dit « Vous allez travailler au Canada, vous allez trouver un emploi rapidement, mais pas comme avocat. » C'était correct. Ça ne s'est pas passé comme ça finalement. On a eu un bel accueil, les gens ont été très gentils. On a été reçus dans un hôtel, c'était le Days Inn, pendant 4 ou 5 jours. On nous a donné des vêtements, des meubles, on nous a donné un peu d'argent, un prêt, et ça s'est arrêté là. Pour l'emploi, il n'y avait rien. Il n'y avait que le chèque d'aide sociale. Alors Estefania a rapidement appris le français par nécessité. Quand la petite était malade, il me fallait un interprète. Et quand il n'y avait pas d'interprète disponible, je ne pouvais pas aller chez le médecin. Alexander n'a pas perdu de temps non plus. Il s'est inscrit en technique juridique au cégep. Il s'est ensuite inscrit comme auditeur libre à la faculté de droit à l'université. Estefania s'est trouvé un petit boulot dans un restaurant. Elle y travaillait le soir, après ses 8 heures de cours de francisation. Il y avait une coopérative de femmes latino qui m'ont demandé de faire un plat typique du Salvador. Je n'en avais jamais fait. C'est ici, au Québec, que j'ai appris la cuisine de mon pays. Ironique, quand même.
Alexander multipliait les job-ins. Il a travaillé dans les sapins de Noël. Il dit c'était très dur, très différent du palais de justice. J'ai travaillé pour une usine de nourriture d'animaux où on a aussi distribué des Publisac. On a vendu du chocolat, du sirop d'érable. Il y a un ami qui nous disait « Vous êtes vraiment intégrés ». Ils en étaient encore très loin. Leur deuxième enfant est né. Alexander et Estefania tournaient en rond. Ils peinaient à joindre les deux bouts. C'est là que je me suis rendu compte que je n'arriverais à rien comme ça. Je devais retourner aux études. Alors il a fait une première demande à l'université de Sherbrooke, mais il a été refusé. La dame responsable des admissions lui a dit « Désolé, monsieur, les places sont réservées aux Québécois. » Ça a été un coup très dur pour Alexander. J'essayais de comprendre. Au Salvador, j'avais terminé premier, avec les honneurs. On était dans le désespoir. C'était comme la fin du monde. On se sentait rejeté et on se disait « On veut pas de nous ici. » Il a failli abdiquer. J'ai regardé d'autres universités. À l'université Laval, le lendemain, c'était la dernière journée des admissions. Je me disais, il est trop tard. Un ami m'a dit, viens, on y va. Il a pris congé de son travail et il est venu avec moi. Alexander a fait sa demande in extremis, en génie forestier, et il a été accepté. Il a finalement changé de programme, il s'est tourné vers la psychologie. Il a fait son bac, sa maîtrise, et il a eu son doctorat en juin. J'ai dédié ma thèse à cet homme qui m'a conduit à Québec. Pendant ce temps-là, Estefania s'occupait des enfants. J'avais renoncé à l'aide sociale quand j'étais enceinte de mon deuxième. On était dans la pauvreté. Ça a été le moment le plus dur pour nous. On n'avait pas d'amis. On se sentait isolés. J'ai commencé à garder des enfants. Je faisais du bénévolat et je travaillais dans un restaurant. Elle a étudié aussi, en travail social. Elle a décroché sa maîtrise cette année, en même temps qu'Alexander. 16 ans et demi après leur arrivée au Québec. Alexander travaille pour un ministère depuis 2010 et Estefania dans un centre communautaire depuis 6 ans. « Je suis permanente », dit-elle. Le mot est important. Elle est ici pour de bon. Ils ont pu s'acheter une maison l'an dernier avec leurs 2 ados. On respire enfin. Pour s'intégrer, ça passe nécessairement par le travail et par les amis, par des gens à qui on peut raconter notre journée et pas juste à notre conjoint. Nous, nos meilleurs amis sont québécois et c'est important pour tisser des liens. Il faut surtout résister au ghetto. C'est important d'avoir des amis qui ne parlent pas seulement espagnol. C'est un peu plus facile pour s'intégrer. Le succès de l'intégration, ça dépend beaucoup de celui qui veut s'intégrer. Estefania et lui veulent maintenant devenir une famille d'accueil pour les nouveaux arrivants. Notre rôle sera de montrer la culture québécoise. Alexander ressent aujourd'hui quelque chose, ici, au Québec, qu'il ne ressentait pas dans le pays où il est né. Il se sent chez lui. Alors voilà, c'était Histoire de s'intégrer, racontée par Mylène Moisan. C'est une histoire très inspirante, très actuelle dans le contexte de notre société et ça amène un beau message d'espoir et de tolérance envers les autres. Ma prochaine lecture est une discussion entre 2 enfants qui est issue du livre Conversation avec un enfant curieux de Michel Tremblay. Et vous allez voir, c'est une discussion entre 2 enfants, dont Michel Tremblay. Et au début, il parle du personnage de Bambi dans le film, puis rapidement, ça évolue sur une discussion à propos de la maman et de leur rôle important et primordial dans leur vie. Et vous allez voir, c'est à la fois très rigolo et très touchant. Alors, ça s'intitule Bambi, encore.
C'est quoi que t'as le plus aimé dans Bambi? C'est quand il apprend à patiner sur le lac gelé puis qu'il se mêle tout dans ses petites pattes raides. J'ai bien ri. Il apprend pas à patiner, niaiseuse. Il apprend à marcher sur la glace. C'est pas pareil. Il a jamais vu ça de la glace parce qu'il est venu au monde au printemps. Puis il essaie de marcher dessus. Arrête donc de m'appeler niaiseuse. Tout le monde n'arrête pas de me dire que je suis intelligente. Arrête de dire des niaiseries, Ginette, puis je vais arrêter de t'appeler niaiseuse. C'est tout. C'est pas parce que j'avais pas compris qu'il apprenait à marcher sur la glace que je suis niaiseuse. Tu trouves tout le monde niaiseux. T'appelles tout le monde niaiseux. Regarde-toi donc Michel Tremblay avant de traiter les autres de niaiseux. Penses-tu que t'es toujours intelligent? Je te dis que des fois... Ben oui, mais comment tu pouvais penser qu'il apprenait à patiner? Il n'y avait même pas de patin. Ben, tu vois? Tu viens d'en dire une niaiserie. Niaiseux. Bambi, c'est un animal. Il pourrait pas porter des patins. Dans les cartoons, les animaux y en portent des patins, tu sauras. Quand c'est des animaux qui s'habillent comme nous autres. Dans Bambi, là, c'est des vrais animaux qui vivent comme des animaux, dans la forêt. Ils sont pas habillés comme Donald Duck ou ben Mickey Mouse. C'est justement, il n'y a pas de raison pourquoi Bambi aurait porté des patins. J'avais raison. Ben oui, on sait bien, t'as toujours raison, toi. Pas avec ma mère, en tout cas. Avec la mienne non plus, tant qu'à ça. Pas moyen d'avoir raison avec elle, jamais. Penses-tu que c'est vrai que nos mères... Penses-tu que c'est vrai qu'ils ont raison, nos mères? Juste parce que c'est nos mères? Pas en tout. La mienne, des fois, là, on dirait qu'elle fait exprès pour me contredire. On dirait quasiment qu'elle aime ça. En parlant de nos mères, as-tu pleuré quand la mère de Bambi est morte, toi? Ah, certain. Puis Louise aussi. Puis je pense que maman aussi. En tout cas, elle s'est cachée le visage avec ses mains pour le reste de la vue. Après, elle nous a dit qu'elle avait le rhume. On l'a pas cru. Ma mère, elle pleurait pas. Elle criait quasiment au meurtre dans le théâtre. On aurait dit que c'était un de ses parents qui venait de mourir. Tout le monde la regardait. Elle pleurait plus fort que les enfants. C'était pas bien mêlant. Je pensais qu'on serait obligé de sortir tellement qu'elle faisait du bruit en se mouchant. Puis toi? Certain que j'ai pleuré. Je pense que je l'oublierai jamais. Quand j'ai entendu le coup de fusil, là, c'est bien simple. J'ai arrêté de respirer. Je leur pardonnerai jamais d'avoir tué la mère de Bambi. Qui ça? Ben, ceux qui ont fait la vue, là. Les dessinateurs, puis tout ce monde-là. Puis surtout Walt Disney. Hein, c'est qui ça? Je le sais pas, mais il doit être important parce que c'est son nom qu'on a vu en premier quand la vue a commencé. J'ai demandé à ma mère, puis elle m'a répondu que c'était le réalisateur. Que c'était lui qui décidait tout ce qu'il y avait dans la vue, là. En tout cas, si j'avais son adresse, j'y réécrirais. Ben, s'il est si important que ça, il lira sûrement pas la lettre d'un petit gars de 8 ans. Il l'ouvrira même pas. Ben, s'il l'ouvre pas, il saura pas l'âge de la personne qui a écrit, niaiseuse. T'as pas l'écriture d'un adulte, il va savoir tout de suite que c'est un enfant qui écrit, niaiseux. Je vais déguiser mon écriture. Je vais imiter celle de Mademoiselle Carly, niaiseuse. Pff, t'es pas capable. Ta main d'écriture est trop laide. Mademoiselle Carly arrête pas de te le dire, niaiseux. En tout cas, je vais lui dire que je suis plus vieux, que je suis un père de famille, puis je vais lui demander d'arrêter de faire pleurer mes enfants. Pourquoi tu ris, là? J'essaie de t'imaginer avec des enfants. Qui te dit que j'en aurais pas? C'est pas ça que je dis. Je dis juste que ça serait drôle de t'imaginer avec des enfants parce que t'es trop jeune. Si on se marie ensemble, nos enfants vont être pas mal niaiseux, hein? Je me marierai jamais avec toi, Michel Tremblay. Tu diras peut-être pas la même chose dans 10 ans. Je changerai jamais d'idée. On verra bien. Dans le temps comme dans le temps, comme dit ma grand-mère. En tout cas, pour en revenir à Bambi, hein, j'ai eu de la misère à suivre le reste de la vue. Je pensais rien qu'à ça. De toute façon, c'était presque fini. Ouais, moi aussi, j'ai eu de la misère à suivre. J'essayais d'imaginer que j'étais à la place de Bambi.
Moi aussi. Puis, ben, j'ai bien de la misère à imaginer que ma mère est plus là. Ouais, moi aussi. Elle est tellement importante dans la maison. On dirait qu'elle est toujours partout. Elle sait tout. On peut rien y cacher. Des fois, c'est fatigant. Mais des fois, c'est bien commode. Puis, je l'aime ben trop pour la perdre. Pareil pour moi. Qui c'est qui prendrait soin de nous autres? Ouais. Pourquoi ils nous ont mis ça dans la tête, hein? Vas-y, écris-la ta lettre. On dirait qu'ils ont fait exprès pour nous faire peur. Je veux pas la perdre, ma mère. Moi non plus. Moi aussi. Je l'aime bien trop. En tout cas, on est peut-être des niaiseux, mais on n'est pas des sans-cœur. Alors, c'était Bambi, encore, de Michel Tremblay. J'espère que ça vous a décroché un petit sourire de temps en temps, comme à moi. Puis, la fin est bien touchante malgré tout, hein. On voit la naïveté des enfants, mais leur grand cœur aussi. Je vous présente maintenant deux expressions québécoises bien de chez nous qu'on utilise bien souvent dans nos dialogues, mais dont on ne connaît pas toujours la provenance. Donc, je vous parle d'une première expression qui a été trouvée sur le site Authentique Canada, et c'est l'expression « attache ta tuque avec de la broche ». Une expression bien en lien avec la saison hivernale. Au Québec, une tuque, c'est un bonnet d'hiver qu'on va utiliser pendant la saison froide, et de la broche, ça fait souvent référence dans le langage populaire à un fil de fer. Donc, quand on dit attache ta tuque avec de la broche, à l'origine, on faisait allusion à une grosse tempête qui pourrait nous arracher notre bonnet ou notre tuque sur notre tête, tellement elle est forte. C'est une expression qu'on peut utiliser avec une connotation positive ou négative, tout dépendant du contexte, mais dans tous les cas, quand on utilise cette expression-là, c'est pour présenter une situation qui va nous décoiffer, qui va être déstabilisante, très mouvementée. On pourrait dire par exemple « attache ta tuque avec de la broche, la semaine prochaine va être bien remplie ». Un équivalent en français plus régulier, plus normatif, on pourrait dire « prépare-toi, ça va brasser » ou « ça va décoiffer ». Une deuxième expression que j'ai envie de vous présenter, qui vient toujours du même site, c'est « tire-toi une bûche ». Alors souvent, on utilise au Québec cette expression-là pour inviter quelqu'un à se rapprocher de nous, à venir s'asseoir avec nous. Son origine, ça remonte à la colonisation française. À cette époque-là, les habitants avaient très peu de moyens, très peu de fournitures, souvent dans les maisons. Et donc, bien souvent, les chaises étaient faites avec des bouts de troncs d'arbres qu'on avait sciés à la bonne hauteur. Et on a toujours été au Québec des bons parleurs, on a beaucoup de jasettes. Donc, plus souvent qu'autrement, quand on utilise l'expression « tire-toi une bûche », c'est une invitation pour s'asseoir et venir dialoguer, venir avoir une petite discussion avec nous. Par exemple, on peut dire « Allez, tire-toi une bûche, on va discuter de ça ». Un équivalent dans un français plus de France, par exemple, on pourrait dire « Assieds-toi » ou « Prends une chaise ». Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié ces petites lectures aujourd'hui et que ça vous a fait voyager un petit peu pendant quelques minutes. Alors, au plaisir de vous retrouver une prochaine fois. Je vous souhaite une bonne fin de journée.